Bonjour, bonjour, on va commencer. Merci, merci. Tout d'abord, bienvenue à tous, bienvenue à cet événement Bistro Brain sur l'environnement. Je me présente, je m'appelle Gaëlle et je serai votre animatrice pour la soirée. Donc, tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent encore, ceux que c'est leur première fois ce soir, Bistro Brain est un organisme à but non lucratif de vulgarisation scientifique dont le but est de diffuser la science par le plaisir. On a des soirées sciences dans 3 villes à travers le Québec, donc à Sherbrooke, Montréal et Trois-Rivières, où on fait des présentations d'une 12aine de minutes avec 5 minutes de questions. On offre aussi des formations en vulgarisation scientifique et on a un podcast, La tête à Papineau, si jamais ça vous intéresse. Allez écouter ça, c'est vraiment bon. Comme d'habitude, il y a un petit quiz à la fin sur nos présentations, donc restez jusqu'à la fin, soyez attentifs, vous courez la chance de gagner des prix vraiment intéressants. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires pour la soirée parce que sans eux, on ne pourrait pas être là. Donc, nos commanditaires ce soir sont le REMDUS, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, les fonds de recherche du Québec, la FERS, le SAREUS, la GEG et les conseillères municipales Catherine Boileau du district de Brompton, Laure Letarte-Lavoie du district d'Hôtel-Dieu, Geneviève Laroche du district d'Ascot, Joanie Belrose du district de Quatre-Saisons et aussi il y a le Musée des sciences, de la nature et des sciences de Sherbrooke qui nous commandite ce soir. Mais le plus important ce soir, c'est notre collaborateur de la soirée qui est le Centre universitaire de formation en environnement et en développement durable. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse quand même. C'est grâce à eux qu'on est ici ce soir. Donc, avant de commencer nos présentations, j'inviterai Catherine Boileau, conseillère municipale du district de Brompton, à venir nous dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui, good. Je suis très heureuse d'être ici ce soir parmi vous, en compagnie de Joanie Belrose. Geneviève va bientôt arriver, mais je suis très, très heureuse, d'autant plus qu'à l'ère de la désinformation, des initiatives comme celle de Bistro Brain, j'ai de la misère avec ce mot-là, mais Bistro Brain, c'est vraiment essentiel pour pouvoir divulguer de l'information scientifique de façon ludique. Donc, je suis très, très contente de pouvoir supporter ton action. Merci d'être là ce soir à la veille d'une tempête hivernale. J'ai aucune idée de ce que Dame Nature a pensé aujourd'hui de nous faire une tempête alors qu'on est rendu au printemps. On n'a pas eu de tempête de tout l'hiver, puis là, on a une tempête aujourd'hui. Donc, changement climatique, je pense que c'est le sujet un peu de ce soir aussi, l'environnement. Donc, place à ceux qui sont les vrais spécialistes de l'environnement. Bonne soirée tout le monde. Merci Catherine. J'offrirai maintenant un temps de parole à Michel Lafleur, directeur du Centre universitaire de formation en environnement et en développement durable. Bonjour à tout le monde. Très rapidement, un grand plaisir pour nous au CUF, Centre universitaire de formation en environnement et développement durable. Mais ce que l'on retient plus, ce sont des formations spécialisées en environnement. La première, 1974, donc ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux enjeux environnementaux. Comment fonctionne le cerveau d'un spécialiste, quelqu'un qui veut aller vraiment pousser à fond et faire de l'environnement un métier très rapidement. Donc, au CUF, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est beaucoup de travailler le cerveau pour qu'on soit capable d'analyser de façon systémique un enjeu environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours un côté biologique, chimique, mais il y a aussi un aspect politique, un aspect économique, un aspect du droit. Donc, tous les gens qui viennent se faire former ou se former plutôt au CUF, on est capable de développer cette capacité-là de voir et de penser de façon systémique. Le deuxième élément qu'on fait beaucoup au CUF, c'est lorsque nos étudiants se retrouvent en emploi, se retrouvent dans les organisations, il faut qu'ils accompagnent le changement. Alors que ce soit dans nos études de premier cycle, de deuxième cycle ou de troisième cycle, c'est un autre élément qu'on a dans nos programmes. Comment on prend une organisation, un groupe de citoyens, des personnes, là où ils le sont, et comment on les amène vers le changement pour mieux intégrer les enjeux environnementaux. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait aussi au CUF? Il y a des incontournables, analyse de cycle de vie, économie circulaire, gestion des matières résiduelles, etc. Donc, ceux qui viennent chez nous, on en est très fiers. Vous allez en voir ce soir, tout le monde. Donc, c'est un peu les incontournables et la différence
pour exercer un métier, pour avoir une spécialité en environnement. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci à nos étudiants. On va vous écouter avec grand, grand plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Michel. Sans plus attendre, on va passer à notre première présentation. J'inviterai donc à l'avant Charles Potier-Levasseur, qui est un passionné de la conservation du territoire québécois. Il a d'ailleurs complété un bac en droit à l'Université d'Ottawa en 2021 et est présentement à la maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Il vient donc nous parler aujourd'hui de comment on gère notre territoire au Québec. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Charles Potier-Levasseur. Je suis, comme on a dit, étudiant à la maîtrise en gestion de l'environnement. Je m'intéresse au territoire, donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va également parler de la relation avec la nature et je vais vous inviter dans un voyage à bord de mon vaisseau spatial, le Romano Fafard. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de, en fait, comment on peut gérer notre territoire. Avant d'aller vraiment en profondeur, puis que je vous invite dans mon voyage là, à bord de mon vaisseau spatial, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est le territoire québécois. Il y a 4 grandes affectations au territoire québécois en ce moment. On a des aires protégées, donc qui sont en ce moment à 17 % avec un objectif de 30 %. On a de la production d'énergie avec des barrages hydroélectriques et leurs réservoirs. On a de l'industrie minière et de l'industrie forestière là, qui occupent la grande partie du territoire. Donc maintenant, je vais vous inviter dans mon vaisseau, dans notre voyage. Donc le vaisseau représente notre territoire. Donc dans mon vaisseau, on a 30 % qui va être conservé de ce vaisseau-là. Ça va être notre espace de vie. On va vivre tout au long du voyage dans ce 30 % Et le restant du vaisseau, eh bien, on va l'utiliser, on va démonter les pièces pour pouvoir créer des éléments dans notre mode de vie, là, dans notre espace de vie qui pourront pouvoir nous rendre plus confortables. Donc, le but là, au courant du voyage, ça va être d'être le plus confortable possible et également de se construire le plus de choses possible pour pouvoir être confortable. Donc, on va pouvoir, là, exemple, là, avoir peut-être un cinéma, on va pouvoir avoir un bar pour se divertir, on va pouvoir avoir des magasins. Donc, tout là, en fait, pour oublier qu'on est en train de défaire les pièces de notre vaisseau puis qu'on est en train de le détruire en même temps, mais au moins, on va être confortable puis on va pouvoir se divertir. Là, je vous parle de ça, puis je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui serait prêt à venir dans mon voyage puis à aller explorer notre galaxie. Donc, on doit apporter des changements. Michel, il m'a fait une belle passe sur la palette là, pour utiliser l'expression dans son message précédent. Nous, au CUF, on nous a appris à avoir la pensée systémique. Pourquoi que c'est important? Bien, dans le fond, on l'a quand même bien, on le comprend bien pour la nature que ça fonctionne en écosystème. Donc, qu'il y a le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du carbone. Donc, ça, c'est plein de... La chaîne alimentaire, c'est la même chose. Donc, on comprend bien que l'ensemble des éléments dans l'environnement, ils sont interreliés et les effets de un vont avoir des effets sur d'autres choses là, dans l'écosystème. Bien, nos sociétés fonctionnent de la même manière. Les politiques ne vont pas avoir un effet sur un aspect en particulier, mais vont pouvoir avoir là, plein d'autres effets qui vont se faire ensuite. Donc, c'est important de bien avoir une perspective qui est assez grande pour pouvoir s'attarder à ces problématiques-là. Une fois qu'on comprend bien cette dynamique de système que je viens de vous présenter, mais dans le fond, il y a 3 grandes parties ou sections dans un système. Tout d'abord, il y a la partie qui est émergée, donc on va dire la pointe de l'iceberg, qui est visible. À ce niveau-là, c'est les parties prenantes, donc les acteurs, qu'on peut essayer de modifier, on peut essayer de les changer. En matière de gestion du territoire, bien, on peut le voir notamment là, quand le gouvernement va changer un ministère, puis il va l'envoyer dans un autre. On va essayer, en fait, de changer les personnes qui prennent les décisions pour changer le système. Par contre, on se rend compte que ben, c'est la partie qui est le plus au sommet de la pyramide, donc qui a le moins grand impact sur le système. À titre d'exemple, ben là, si on revient à mon exemple de mon vaisseau, ben, je pourrais dire par exemple là, que ben, vous, madame, je pourrais vous mettre en charge de la décoration. Donc, je suis sûr là, que vous pourriez ben, peut-être rajouter des petits éléments comme ça là, pour rendre ça feng shui, rendre ça confortable. Peut-être qu'on pourrait rajouter des lumières pour que ça soit plus chaleureux puis qu'on n'ait pas les néons là, en haut.
ben, tu sais, ça pourrait être ça. Sinon, ben, vous, monsieur, juste là, vous pourriez être en charge, vous pourriez être mon chargé de projet. Donc là, au lieu que ce soit tout moi qui prenne les décisions, comme que j'ai présenté au départ, ben, vous pourriez, exemple, ben, nous créer un sauna ou un spa comme ça. Puis, ben, comme ça, on pourrait encore là être vraiment confortable et relax dans notre vaisseau, malgré le fait que, ben, on a utilisé les pièces du vaisseau puis on l'a détruit en train de construire notre sauna super agréable. Malgré ça, je suis pas mal sûr que, malgré que j'ai changé les parties et que c'est plus moi qui prends l'ensemble des décisions, je suis pas mal sûr que l'ensemble de vous n'embarquerez pas dans mon voyage dans la galaxie parce que ben, l'objectif est encore de créer le plus de choses possible en détruisant notre propre vaisseau qui représente notre territoire. Donc, on doit aller un niveau inférieur. Donc, le niveau inférieur, c'est la structure. La structure, le gouvernement a tenté de la changer en matière de gestion du territoire. Peut-être dans les années 90, l'option, le gouvernement allait vraiment par des grandes aires protégées, là, notamment les parcs nationaux, donc qui procédaient par l'expropriation des propriétaires. Donc, il y a eu plusieurs parcs nationaux qui ont été créés dans cette période-là. Et maintenant, ben, il a changé la structure. Donc, c'est une autre approche que le gouvernement a mis en place. Maintenant, ça passe par la conservation privée, surtout dans le sud du territoire. Donc, le gouvernement va financer des organismes qui vont, eux, ensuite rediriger l'argent vers de plus petits organismes pour aller acquérir des territoires là, avec les propriétaires privés pour augmenter là, le réseau d'aires protégées du Québec par cette manière-là. Par contre, ben, on ne change pas encore le principe, le paradigme qui est présentement dans la société. Par paradigme, ce que je veux dire, dans le fond, c'est la lunette qu'on regarde la société avec. Au Québec ou même dans le monde occidental, ce paradigme-là, en fait, il y en a deux grands. Il y a la croissance et il y a le fait que les ressources naturelles sont là pour être exploitées, dans le fond, qui sont à la disposition de l'humain pour son exploitation. Puis ça, ben, c'est encore dans notre société. Puis malgré le fait que le gouvernement ait changé la structure, on est encore dans ce paradigme-là. Donc, on n'a pas réussi, la nouvelle structure ne réussit pas à mettre en échec ce nouveau paradigme-là. Donc, il ne réussit pas à compétitionner avec ce système-là qui est en place pour exploiter les ressources naturelles. Donc, on doit aller un autre niveau inférieur qui est au niveau du but ou de la fonction du système. Donc, comme j'ai dit en ce moment, le but, c'est d'exploiter les ressources naturelles. Donc, on doit aller en produire un nouveau, en créer un nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plus de câlins aux arbres, de un, mais on peut, en fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit changer la relation qu'on a avec la nature. Comment qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place, là, notamment une que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est au niveau de la personnalité juridique de la nature. C'est un concept qui a été né dans les années 70, mais qui a été mis en place là, beaucoup plus récemment, là, vers la fin des années 2010, notamment en Nouvelle-Zélande, en Inde, puis plus récemment au Québec, là, avec la rivière Macpail, que j'ai en exemple juste ici. Qu'est-ce que ça crée, la personnalité juridique, en fait? C'est qu'on donne une voix à la nature qui puisse aller directement parler en justice. Donc, on a créé un petit peu le même principe, là, puis là, l'exemple n'est pas tout à fait parfait, mais qu'on a fait pour les compagnies. Donc, parfois, on va avoir des dirigeants d'entreprise qui vont parler, puis ils vont directement, en fait, ils ne parlent pas en leur nom, mais ils parlent au nom de la compagnie. Donc, on aurait le même principe qui se crée pour la nature. Donc là, dans ce cas-ci, c'est un bassin versant, le bassin versant de la rivière Macpail. Donc, il y aurait un comité qui est créé, là, qui pourrait être à partir de membres de gouvernement, de membres des communautés locales, il peut y avoir des experts, des scientifiques. Et ce comité-là devient, et là, si je reviens à mon exemple des entreprises, un peu le CA là, de la rivière Macpail dans ce cas-ci. Donc, ce que ça permet, en fait, là, comme j'ai dit, au niveau légal, ça permet deux choses. Au niveau légal, ça permet de faire valoir les droits en amont. Donc, au lieu, en ce moment, souvent, on se retrouve dans une situation où est-ce que, on attend qu'il y ait une pollution qui soit créée pour pouvoir, puis en fait, non seulement qu'il y ait une pollution qui soit créée, mais qu'il y ait quelqu'un qui subit un dommage pour pouvoir faire valoir les droits. Donc, il y a tout le temps un intermédiaire, puis ça, la personnalité juridique, ça vient couper cet intermédiaire-là. Donc, directement, il y a des personnes qui font valoir les droits en amont avant que le projet se crée. Si je reviens à mon exemple, de notre vaisseau ou du sauna, là, donc avec monsieur qui était en charge de la création du sauna, il aurait fallu qu'il
avant de produire, de créer son projet, ben, aille consulter le comité pour voir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a déjà des projets similaires qui ont des impacts sur la rivière. On se situe où au niveau de la pression hydrologique sur la rivière pour pouvoir voir ben, est-ce que c'est possible avant de créer un projet qui va avoir des dommages là, à long terme on va peut-être être pogné avec. Donc, c'est ce que ça permet. Ça permet également un changement au niveau moral. Parce qu'en créant la personnalité juridique, on vient dire la rivière ou le bassin versant est une personne de notre société, dans notre système, au lieu de le gérer comme j'ai présenté au début, là, mon vaisseau que je gère, puis que son destin du vaisseau n'aurait pas d'impact sur nous, en fait, ben, en réalité, il y en a un. Puis c'est la même chose. Là. Donc, en créant une personne, ben, on se rend compte que ça devient un acteur dans notre système, dans notre société, dans notre système, qui en est déjà un, mais on le reconnaît en fait, et on peut interagir avec celui-là. Donc, ça vient vraiment, vraiment comme être une personne là, dans notre société. C'est ça qui est intéressant avec ce mécanisme-là, dans la relation qu'on a avec la nature. Donc, ce que je veux que vous vous rappeliez avec cette présentation-là, c'est que dans le fond, ben, simplement un changement dans la structure ou dans les parties, c'est pas nécessaire tant qu'on n'aura pas changé notre relation avec la nature, la fonction du système qui est en ce moment, qui est l'extraction des ressources naturelles, le fait que les ressources naturelles soient là à notre disposition. Donc, on doit changer cette relation-là pour pouvoir vraiment avoir une relation plus d'égal à égal, puis qui reconnaît le fait que on est interconnecté avec cette nature-là, puis le destin de notre environnement, de notre territoire est intimement relié avec notre propre destin et le destin de notre société. Donc, je vous remercie. Merci, Charles. Est-ce qu'il y avait des questions? Allez, soyez pas gênés. Là. Dans le fond, là-bas? Est-ce qu'il y a des avocats aussi qui défendent ces personnes qui sont constituées? Bien, il y a dans le fond, ça a été créé. Il y a des avocats, mais dans le fond, comme une entreprise va faire affaire avec des avocats pour pouvoir faire valoir leurs droits, mais le but, en fait, c'est que ça ne se rende pas jusqu'en cours. Donc, les avocats sont nécessaires si ça se rend en cours. Par contre, la négociation, elle se ferait en amont, donc avant qu'on ait un processus judiciaire, puisque comme j'ai dit auparavant, en ce moment, le problème qu'on a souvent, c'est que ce processus-là arrive beaucoup trop tard. Donc, les dommages sont déjà causés et on se retrouve même de nombreuses années après qu'on doit payer une réparation. Puis c'est là que, en fait, le dommage est fait, puis la réparation ne sera jamais à la hauteur des dommages qui ont été causés à la base. Donc, le but, c'est de ne pas en avoir besoin de ces avocats-là pour pouvoir faire valoir les droits directement en amont avant qu'il y ait un dommage qui soit causé à la nature. Oui. Je me pose la question parce qu'on affirme souvent que la forêt est considérée comme publique au Québec, en grande majorité. Donc, comment ça s'imbrique, cette notion-là, avec le statut juridique qu'on essaye de... Je vais juste répéter la question pour tout le monde. Dans le fond, il me demande par rapport au fait que la forêt au Québec, elle est publique, puis de comment que le mécanisme juridique là, ou l'outil juridique que j'ai présenté s'imbrique dans cette perspective-là là, de forêt publique. Mais dans le fond, ce que ça crée, la personnalité juridique vient seulement le reconnaître et il n'y a aucun droit de propriété à ce niveau-là. Ils sont seulement des gestionnaires ou des... En fait, le terme qu'ils utilisent souvent, c'est le gardien. Donc, il va être un gardien du territoire, un gardien des droits de la nature. Donc, ne viennent pas le détenir, mais viennent vraiment simplement faire valoir les droits qu'on y reconnaît. Et là, on peut définir les droits. Là. Des fois, ça peut aller simplement, tout dépendant des projets, comme j'ai mentionné, des projets en Nouvelle-Zélande, projets en Inde, projets au Québec. Des fois, ça s'est fait avec, exemple, le droit de vivre, mais ça peut être aussi le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit de libre écoulement de l'eau, par exemple. Donc, ça au niveau ça viendrait mettre en échec là, des projets de barrages hydroélectriques, notamment. Fait que ça vient, selon les droits, cet organisme-là va venir s'assurer que ces droits-là sont respectés. Ça ne veut pas nécessairement dire que, exemple, puis c'est ce que je viens un peu changer quand je parle de paradigme, c'est ça.
Les aires protégées viennent vraiment gérer avec une technique de cloche de verre. Donc, on va dire, la nature sauvage, on ne les touche pas dans cette aire protégée-là. Tandis que là, ben, c'est dire, non, on a quand même besoin des ressources naturelles. Ça fait juste, c'est simplement de dire, ben, on doit quand même le faire d'une manière pérenne. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, ça n'empêche pas l'exploitation des ressources naturelles, simplement de le faire de manière pérenne pour pas que ça nous implique, ça nous impacte après ça. Une question ici? Ouais. Est-ce que c'est pas un peu une voie de garage dans le sens que c'est une façon d'empêcher certains comportements nuisibles, mais c'est pas vraiment aller à la racine du problème qui est, selon moi, faire aimer la nature aux gens, qui est une question d'éducation avant tout? Bien, certainement. Moi, c'est quand même le projet que je présente. Je ne dis pas que c'est la solution. On a quand même seulement 12 minutes. Donc, ça doit s'inscrire dans une perspective qui est plus grande également. Donc, ça peut être un des outils qui soit utilisé parce que je suis d'accord avec toi. Le but, c'est de revenir à une relation qui est plus égalitaire puis qui est plus respectueuse de l'environnement. En ce moment, quand je parlais de paradigme, il y en a quand même un autre qui est en place, qui est la séparation entre l'humain et la nature. Donc, on est complètement distinct de ça en ce moment, puis qu'on doit revoir ça. Donc, ça, ce mécanisme-là que j'ai présenté, ben, vient quand même mettre en échec cette relation-là, cette dichotomie-là qu'on a en ce moment avec la nature. Donc, je suis d'accord avec toi que ça ne règle pas l'ensemble des problèmes, puis on ne doit pas le voir de cette manière-là. Par contre, c'est une des outils qui peut être utilisé dans cette optique-là. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais à la pause, il n'y a pas de problème, là, tu vas pouvoir aller voir la personne qui a présenté. Merci. On va passer donc à notre deuxième présentation. J'inviterai donc Alice Bouchard, étudiante à la maîtrise en environnement, qui va venir nous parler d'une boîte à outils pour rendre nos projets plus éco-responsables. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Alice Bouchard, je suis aussi étudiante à la maîtrise et aujourd'hui je vais vous partager mon projet que j'ai avec la clinique en environnement. Donc j'ai créé une boîte à outils pour des projets plus éco-responsables. Mais pour commencer, à main levée, j'aimerais bien savoir combien d'entre vous ont déjà monté un meuble Ikea. On est quand même pas mal dans la salle à déjà avoir fait ça. Et combien d'entre vous ont déjà sacré ou se sont chicanés en montant un meuble Ikea ? Il y en a quand même une partie aussi. Et donc, pour les projets éco-responsables et entrepreneuriaux, c'est exactement la même chose que des meubles. Quand on n'a pas de notice et quand on n'a pas d'outils d'utilisation qui sont faciles et qui sont faciles d'utilisation, c'est très compliqué parce qu'avec ces meubles Ikea, on s'est tous retrouvés avec les pièces d'un côté, la notice de l'autre, nos outils et puis pas trop quoi savoir faire avec. Donc, c'est la problématique qu'on a essayé de régler avec la clinique en environnement, c'est d'essayer d'accompagner les projets entrepreneuriaux à devenir plus éco-responsables en leur donnant des outils adaptés. Parce qu'on pense qu'avec les bons outils, tous les projets, ou presque, peuvent devenir éco-responsables. Je dis ou presque parce qu'évidemment, on ne va pas demander à un projet d'extraction de pétrole de devenir éco-responsable, on est d'accord. Mais pour des projets entrepreneuriaux, il y a plusieurs outils qui sont disponibles et donc c'est ce qu'on a créé avec cette boîte à outils. Donc pour commencer, on a d'abord consulté en fait la communauté étudiante. Là, c'est ce que vous voyez sur cette photo. J'ai fait un atelier avec des étudiants où je leur ai présenté ce que c'était d'avoir une posture éco-responsable et certains outils. On a fait d'autres entrevues avec des groupes étudiants, puis avec les différents acteurs de l'université de Sherbrooke. Et ce que ça a donné, c'est une boîte à outils sous un format de PowerPoint pour que ce soit facile d'utilisation, avec une liste d'outils, de ressources en lien avec l'environnement et les différentes étapes de leur projet pour qu'ils puissent incorporer tout ça et rendre leur projet éco-responsable.
Donc on a d'abord dans cette boîte à outils une liste de concepts parce que l'environnement c'est quand même assez complexe et donc on a essayé un peu comme on le fait ce soir de vulgariser certains des concepts qu'ils pourraient retrouver dans leur projet. On a aussi mis en avant une liste de problématiques environnementales parce que les changements climatiques, il y a beaucoup de choses, puis on ne sait pas forcément par où commencer et quelles problématiques utiliser ou traiter, donc on a fait une liste. Il y a aussi, donc, comme je vous le disais, des ressources en fonction des 4 grandes étapes d'un projet entrepreneurial. Vous allez me dire pourquoi 4 étapes? Eh bien, on s'est basé sur les outils qui existaient déjà à l'université pour faciliter les projets étudiants. On a aussi des grands cadres de référence. Donc ça, c'est un peu des théories ou des lois, des règlements qui existent déjà actuellement au niveau du Québec, au niveau international, sur lesquels ils pouvaient se baser pour leur projet. Et puis on a terminé par un petit bilan, un questionnaire d'auto-évaluation pour qu'ils puissent évaluer si leur projet était co-responsable, s'ils ont pensé à tout. Et donc, pour vous présenter cette boîte à outils, je vais vous mettre dans une petite mise en situation. Donc, vous allez devenir ce petit robot. Ce petit robot, il a entendu parler des changements climatiques, mais il ne sait pas trop par où commencer. Il a entendu parler de pollution, de crise de la biodiversité, de plastique, de changements climatiques, mais il est un petit peu perdu. Et on le comprend. Donc, la première étape, ça va être l'étape de sens et aspiration. À cette étape, il va identifier un sujet qui le motive, qui lui donne envie de faire son projet, et il va se questionner sur l'impact qu'il veut avoir sur l'environnement et sur la société. Donc quelque chose, il va se demander pourquoi est-ce qu'il fait un projet, quels sont les impacts qu'il veut limiter, quels sont les impacts positifs qu'il veut créer. Donc par exemple, notre robot, il a appris qu'il y avait des gaz à effet de serre qui détruisaient la planète et donc il veut devenir un super robot et combattre les émetteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est un petit peu son objectif. Il va essayer de se renforcer, de se construire une nouvelle armure, etc. pour pouvoir combattre les émetteurs de gaz à effet de serre. La deuxième étape, ça va être l'étape d'observation et idéation. Donc là, il va commencer à réfléchir un petit peu plus en profondeur. Comme a parlé Charles juste avant, il va utiliser une analyse systémique, donc analyser l'ensemble des composantes de la problématique. Et il va aussi anticiper les conséquences inattendues. Donc son projet, on ne veut pas créer des nouveaux impacts négatifs. Donc il va évaluer justement ces impacts-là et il va essayer de les minimiser dès le début de son projet. Donc dans le cadre de notre petit robot, il comprend justement que les émissions de gaz à effet de serre, c'est un problème. Et puis, il comprend surtout que la solution principale, ça va être de les réduire à la source. Donc, il va penser, par exemple, à regarder des projets d'énergie renouvelable ou bien il va comprendre que les arbres captent les gaz à effet de serre et donc il faut les protéger. La troisième étape, ça va être l'expérimentation. Donc là, il va commencer à construire son premier prototype d'armure et de costume finalement pour combattre les gaz à effet de serre. Et il va réfléchir à son impact environnemental et social, donc l'impact de ces matériaux. Il va se poser des questions, utiliser des outils de quantification des impacts et penser à l'ensemble du cycle de vie de son projet. Parce qu'un projet, ça ne s'arrête pas au moment où il est commercialisé. Donc, il va penser à l'extraction des ressources qui vont être nécessaires à construire son armure. Il va penser à la production des pièces, à l'utilisation, au transport et à la fin de vie. Donc, comment faire pour qu'il ne se retrouve pas à la poubelle. Donc c'est ce qu'il va faire, il va faire attention aux matériaux et puis à la réparation aussi, comment faire pour finalement qu'il dure le plus longtemps possible et éventuellement en fin de vie, comment être recyclé, réemployé, etc. Et puis pour terminer, il est super content de son projet, il a trouvé une super armure et donc il va essayer de diffuser son projet. Donc comme moi je le fais ce soir, mais il va parler de son projet, essayer de faire des concours éventuellement, de diffuser au maximum son projet pour qu'aussi éventuellement ce soit utilisé par d'autres personnes. Donc notre petit robot, il est prêt à combattre les émetteurs de gaz à effet de serre et il devient un Transformers éco-responsable. Donc comme vous pouvez le voir, il a complètement changé d'armure, mais il a pensé à l'ensemble du cycle de vie, il a pensé à réduire son impact environnemental sur toutes les étapes de son projet.
Donc, avec notre boîte à outils, on veut transformer ce petit robot et on veut surtout, dans vos projets et dans les projets étudiants, les accompagner pour faire en sorte qu'ils puissent devenir des projets éco-responsables. Donc, cette boîte à outils, elle est vraiment là pour accompagner et pour faire en sorte que même des projets qui n'auraient pas une visée environnementale puissent avoir une manière de penser, une nouvelle vision, une éducation aussi, une sensibilisation à l'environnement. Nous, nos prochaines étapes dans ce projet, eh bien, on a déjà commencé à faire des rétroactions, donc des retours d'expérience avec les partenaires qu'on a eus au début. Donc on a fait à nouveau des entrevues, on leur a présenté cette boîte à outils, on a essayé d'avoir leur retour. Et on est plutôt content parce que les étudiants trouvent ça très positif, ça les aide beaucoup. Et ceux qui avaient déjà commencé des projets trouvent justement qu'ils auraient aimé avoir cette boîte à outils plus tôt dans leur projet, mais que c'est très efficace. Puis on va continuer tout ça et puis ultimement, elle va être diffusée au sein de la communauté étudiante de l'Université de Sherbrooke. Donc j'espère que dans vos projets, vous aurez l'occasion de développer cette pensée éco-responsable et de vous dire que même que n'importe quel projet en fait peut devenir éco-responsable avec les bons outils. Et j'espère que vous aurez l'occasion éventuellement de voir notre belle boîte à outils. Merci beaucoup de votre attention. Merci Alice. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est vrai que donc la question c'était est-ce que dans la boîte à outils il y a des outils pour éviter de faire du greenwashing? Effectivement, c'est une des problématiques des fois qu'on voit dans les entreprises. Il y a des logos verts, des jolies feuilles, des jolis arbres, mais c'est pas vraiment éco-responsable. Le but en fait de cette boîte à outils, c'est comme on accompagne le projet du début jusqu'à la fin. L'idée, c'est de développer cette réflexion environnementale et donc de se poser les bonnes questions du début du projet jusqu'à la fin. Dans l'aspect de diffusion, notamment, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant, de mentionner aux étudiants que faire du greenwashing, c'est avant tout ne pas mentionner les impacts négatifs et que dans leur présentation de projet, quand ils vont faire des concours, même s'ils ont des impacts négatifs, il faut qu'ils en parlent et il faut qu'ils disent qu'ils aient eu une réflexion en lien avec ces impacts négatifs, que effectivement tous les projets ont forcément un impact sur l'environnement. C'est exactement ce que nous présentait Charles avec son vaisseau où d'une manière ou d'une autre, on extrait des ressources pour ces projets-là. Mais donc d'avoir cette réflexion, ça permet quand même d'éviter de faire de l'éco-blanchiment, du greenwashing, et de le mentionner surtout qu'on n'est pas parfait, mais qu'on fait du mieux possible pour être éco-responsable et minimiser notre impact. Pardon. Merci pour la présentation. Tu mentionnais justement que la boîte à outils, tu allais la diffuser à la communauté universitaire et étudiante. Est-ce que vous avez prévu l'ouvrir à une plus grande, en tant que une plus grande clientèle? Écoute, c'est une très bonne question. Le CUF, à l'avant, j'espère que vous écoutez. Effectivement, pour l'instant, c'est pour la communauté étudiante parce que c'est le public principal, le centre universitaire de formation en environnement et la clinique en environnement, avant tout, font ces démarches-là dans un sens d'apprentissage, donc pour que c'est une visée quand même éducative pour les étudiants. Donc ça va être principalement d'abord aux étudiants de l'université, mais il faut espérer qu'à un moment, justement, ça prenne plus d'espace, puis qu'il y ait une demande aussi extérieure à l'université pour ce genre de boîte à outils. Merci. Il y a d'autres questions? Donc la question, c'était l'exemple d'une plateforme pétrolière qui ne pourrait pas devenir éco-responsable et donc de préciser un peu le terme éco-responsable. Effectivement, même une plateforme pétrolière, si elle le voulait, pourrait prendre en compte l'environnement. Après, c'est vrai que dans le cas du pétrole, on sait tous que ça a des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, justement, de l'extraction, mais que
les gaz à effet de serre qui sont émis, c'est aussi sur l'utilisation du pétrole après. Et je pense quand on regarde beaucoup d'entreprises de pétrole, justement, elles font beaucoup de greenwashing pour faire croire qu'elles peuvent être éco-responsables. Je pense que c'est avant tout une posture qu'on va avoir dans un projet de vouloir penser à l'environnement, minimiser ses impacts. Donc j'espère que justement ces compagnies pétrolières vont avoir une réelle posture éco-responsable un jour et essayer au maximum de minimiser leurs impacts environnementaux. Mais comme nous le disait le petit robot, la solution c'est la réduction. Donc est-ce qu'il y a vraiment une solution éco-responsable? C'est une très bonne question. Merci à nos deux premières présentations. On va maintenant prendre un 10 minutes de pause, fait qu'on revient vers et 5, mettons. Je vous laisse 11 minutes. On va reprendre ça. Accueillons maintenant notre troisième présentateur, Pierre-Émile Leblanc-Comtois, qui est ingénieur mécanique et qui a travaillé plusieurs années avant de retourner à l'université pour compléter un MBA ainsi qu'une maîtrise en gestion de l'environnement. Il vient nous parler ce soir du bilan de nos activités. Ici, aujourd'hui, je vais vous parler d'inventaire de gaz à effet de serre. Et l'idée centrale de ma présentation, que vous allez devoir retenir, c'est on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. C'est une citation de Kelvin que j'adore, qui est toute vraie et vraiment s'applique à fond. Juste pour dire autrement, il faut se mesurer pour s'améliorer. Un petit retour rapidement. Donc, tel un Pokémon, pour ceux qui connaissent, j'ai évolué. J'étais ingénieur mécanique, j'étais soucieux de l'environnement, soucieux de l'enjeu climatique. Puis, j'ai quitté les systèmes de réfrigération pour retourner à l'université. Et c'est les résultats de mes recherches d'université que je vous présente aujourd'hui. Puis maintenant que c'est terminé, je suis rendu consultant et j'applique directement à ce que je faisais à l'université. Donc, je suis passé des systèmes de refroidissement au réchauffement climatique. Pour commencer, dans l'ensemble de la présentation, sachez que le sujet concerne principalement les entreprises. Donc, mettez-vous dans la peau d'une entreprise. Vous voulez mettre en œuvre un inventaire de gaz à effet de serre. Vous voulez prendre action pour le climat. Donc, on va se prendre un objectif climatique très populaire au Canada, la carboneutralité. Donc, le but, c'est de ne plus émettre ou de compenser. Et rapidement, qu'est-ce que c'est la carboneutralité? D'abord, il faut mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, les réduire le plus possible, et puis compenser en achetant des crédits carbone. Voyez-vous, ce principe-là, ça s'apparente beaucoup à payer ses impôts. Il faut d'abord comptabiliser nos revenus, nos dépenses, on regarde les profits, puis on paie des impôts sur les profits. En tenant compte de ça, je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui font des inventaires? Qu'est-ce qui les bloque, en fait? T'sais, pourtant, c'est l'étape numéro 1. Ça devrait être celle que la majorité font, mais pourtant, on est bloqué. Et donc, j'ai interviewé plusieurs entreprises, j'ai vécu des expériences dans des stages et en entreprise également. Donc ici, je vous présente une entreprise typique, un exemple, c'est tiré de la réalité, évidemment simplifié. Donc ici, l'idée, c'est on évalue en 2015 avec une entreprise fictive ses émissions de gaz à effet de serre et on s'est rendu compte que finalement, on ne les mesurait pas vraiment les années suivantes jusqu'à, OK, en 2020, on les remesure. Voyez-vous, déjà, notre objectif de carboneutralité ne peut pas être atteint avec ce scénario. Donc, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on mesure assez souvent? Non, les impôts, on les paye chaque année. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. C'est important. Un autre aspect aussi, c'est qu'on ne mesure pas nécessairement tout. Ça aussi, c'est un enjeu parce que les résultats peuvent grandement changer. Puis même si l'entreprise se mesure à chaque année, on peut avoir l'impression d'avoir une variante, de voir que ça a diminué. Oups, ça a augmenté, mais la réalité, puis ça, c'est aussi tiré des meilleurs exemples d'entreprises, c'est que quand on mesure vraiment tout, on se rend compte que peut-être qu'au final, on a vraiment réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis ça, c'est l'objectif, en fait. Puis comment ça se fait qu'il y en a des entreprises qui n'arrivaient pas à le faire, puis d'autres qui réussissent vraiment à atteindre l'objectif de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre? Rapidement, dans mes premières recherches qui est ressorti, c'est que ce modèle d'entreprise-là, ils vont faire un peu comme des étudiants universitaires. Prenez-le pas mal, s'il vous plaît.
C'est en gros, on mesure, on avance pas, puis oups, on arrive à la dernière minute et on essaie de tout faire vite, vite, vite. Puis là, on se rend compte, c'est tough, finalement, je vais en faire un peu moins, puis encore dans l'idée d'une entreprise, on va pas refaire ça l'année prochaine, tu sais. Mais de l'autre côté, il y en a que ça marche. Il y en a qui sont capables de le faire. Puis l'élément clé qui est sorti, c'est qu'ils ont commencé de quoi en janvier, puis finalement, ils l'ont réparti sur toute l'année. Aussi simple que ça, en créant des tâches formelles. C'est c'est un peu technique, là, mais pour dire que c'est intégré dans les activités de l'organisation, puis c'est elles qui réussissaient le mieux. C'est ceux qui appliquaient, les entreprises, celles qui appliquaient cette technique. Bon, ça c'est pas mal la prémisse, en fait. Je reviens avec l'analogie du IKEA, en fait. Notre petit monsieur est un peu découragé. Il est découragé parce qu'il a de la misère à monter son meuble. Donc, comment on fait pour monter un meuble? Comment on fait pour faire un bilan de gaz à effet de serre? Ça prend 2 éléments. Et ça prend un bon plan d'abord et un bon outil. Donc, d'abord, le bon plan pour commencer. Le bon plan, en fait, c'est issu de mon essai à la maîtrise. Vraiment que c'est concentré sur la gestion d'un inventaire de gaz à effet de serre. Par où qu'on commence? On commence d'abord par bien cibler les objectifs. Ça, c'est un élément qui est ressorti dans toutes les entrevues quand j'ai rencontré des entreprises. Celles qui réussissaient déjà avaient une vision, un objectif à long terme, et un objectif qui était non seulement environnemental, mais aussi un autre objectif financier, un objectif, pour un exemple simple, il y a des entreprises, imaginez, vous avez un gros client, puis là, vous dit, vous devez faire du développement durable, dont des inventaires de gaz à effet de serre. C'est comme moi, je n'ai pas trop le choix. Hein? C'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, puis étonnamment, ça marche vraiment bien. C'est comme, je dois remettre mon devoir à telle date. Pas trop le choix, tu sais. Fait que là, on se pousse. Mais ça marche. Puis après ça, là, on peut mettre les ressources. Mais avant de travailler, il faut aussi s'équiper d'outils. Fait que là, des outils, ça veut dire quoi en réalité? Ben, c'est d'avoir un calculateur qui convertit les données d'activité en données de gaz à effet de serre. Puis ça, je vais y revenir. C'est le deuxième aspect de l'outil. Je vous le rappelle. Troisième segment, c'est de travailler en équipe. Ça, c'est un sujet qui est souvent négligé, que j'ai remarqué que les entreprises en discutent plus ou moins, mais pourtant critiquent dans un bon inventaire de gaz à effet de serre pour mettre en place ce processus d'inventaire. La première des choses, c'est déjà cibler les bonnes personnes, puis après ça, d'appliquer ce qu'on appelle dans le jargon d'administration des affaires, la gestion du changement. Veut pas, on ajoute des tâches aux gens, on l'a vu tantôt, si on fait toutes les tâches à la dernière minute, c'est sûr que ça va chialer, tu sais. Mais il faut réussir quand même à rajouter des tâches formelles à ces personnes-là. Puis l'idée derrière ça, c'est aussi de les impliquer dans la planification des tâches. C'est une stratégie qui quand même fonctionne bien. Les gens dans ce temps-là sont vraiment contents de participer. Une fois qu'on a tout ça bien mis en place, là, on peut commencer vraiment le travail d'inventaire, de collecter les informations, les données, mettre ça dans la machine à saucisses pour obtenir des gaz à effet de serre. Et le 12e point, et non le moindre, faire le suivi. Dans le fond, c'est refaire l'étape 10 puis 11 à chaque année, là, pour les impôts, pour l'inventaire, je veux dire. Vous avez compris l'idée. Hein? Donc, maintenant qu'on a un bon plan, on peut passer à l'action, vrai? Mais non, c'est un piège. C'est un instant, hein? Il manque encore l'outil. L'outil, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en parallèle de mon essai avec la clinique en environnement. L'idée derrière tout ça, c'est de concevoir un outil pour la compagnie, pour les entreprises, un outil qui est conçu pour un utilisateur, quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ça. Puis il y a 3 éléments clés dans l'outil, dans ce projet. C'est d'abord de pouvoir comptabiliser les données facilement. Le deuxième, c'est d'avoir accès aux résultats pour prendre des bonnes décisions. Et le troisième, c'est de répondre à la norme ISO. Mais ça vous dit rien? C'est pas grave. Là. C'est pas grave. Je vais revenir, en fait. Comptabiliser les données, rapidement, je vous montre le résultat de l'outil. L'idée en arrière de ça, c'est de pouvoir entrer l'ensemble des informations dans le même calculateur. Puis vraiment, ça a été très apprécié de mes testeurs. L'idée derrière, c'est d'avoir accès directement aux émissions de chaque source et non seulement d'avoir accès aux résultats de l'ensemble des résultats, en fait, dans un tableau de bord. Un tableau de bord qui permet d'avoir une vue globale de l'entreprise. Là, maintenant, on a vraiment un inventaire. Là, on est capable de voir c'est quoi l'impact climatique de l'organisation. Puis on peut le voir aussi sous forme graphique. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de prendre des actions, d'être capable d'avoir une bonne vision sur l'entreprise au niveau climatique.
Dernier élément, la norme ISO qui fait peur. Mais inquiétez-vous pas, l'idée en arrière de ça, c'est que c'est tout intégré dans le calculateur pour permettre aux entreprises d'avoir un produit qui respecte la norme dans le but d'être, vous savez, non? Certifié. Super, merci. Ouais, d'aller chercher des certifications pour certaines entreprises, ça permet de gagner en crédibilité, ça permet de gagner en transparence, bref, d'être comparable avec les autres entreprises également. Parce que comme entreprise, nous, on va être meilleurs que les autres. Hein? Non? Oui? Voilà, j'espère. Bref, comment on réussit un inventaire? Un bon plan, un bon outil, puis après ça, on peut prendre les bonnes décisions. Fait que c'est vraiment le résultat de toute ma recherche, tourne autour de ça. Puis je rappelle l'idée centrale, on peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il faut d'abord se mesurer. Pour s'améliorer, ça veut dire quoi? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre. OK, c'est correct, vous ne pouviez pas le savoir. Là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci pour la présentation. Ton outil, qu'est-ce qu'il prouve exactement et où est-ce qu'il y avait place à l'amélioration dans ton outil, par exemple? Crème, j'aime ça, cette question-là. Je la connais par cœur. Donc, l'outil permet de couvrir l'ensemble des postes d'émission tels que présentés dans la norme ISO. D'ailleurs, la norme ISO, c'est un super guide pour ça. Ça permet vraiment de couvrir l'ensemble. Au niveau des améliorations, actuellement, c'est un chiffrier Excel. J'ai d'ailleurs comme projet en cours d'en faire une application web pour pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités qui sont actuellement des barrières à l'utilisation. Parce qu'Excel étant limité à ce qu'il peut faire. Donc, ouais, voilà. Merci pour la question. Allez-y. Si tu parles assez fort, tu peux la dire. Tes données externes, parce que, tu sais, mettons, la consommation d'un ordinateur average, tu prends dans la norme ou tu prends de vous? Oui, bonne question. Dans l'outil, effectivement, il y a toute une liste de facteurs d'émission qui permettent de convertir les données d'activité de l'entreprise en gaz à effet de serre équivalent. Les sources sont multiples parce qu'il n'y a pas de source unique, mais la majorité, c'est des sources qui sont facilement défendables, des sources gouvernementales, entre autres, des projets de recherche, des papiers carrément de chercheurs qu'on va chercher. Ouais. Question complémentaire? Oui, question complémentaire. Est-ce que c'est tout intégré dans le calculateur? Oui, c'est intégré dans le calculateur. Et évidemment, Excel, ce qui est le fun aussi, que je n'ai pas répondu non plus à la première question, c'est que, évidemment, chaque entreprise est un peu différente. Chacun d'entre vous, comme petite entreprise, vous avez des activités différentes. Donc, il y a toujours une portion d'adaptation du calculateur pour l'entreprise, mais il y a quand même des choses qui deviennent en commun, là, qu'on a tous. Donc, bon, bref. Il y avait une question micro? Oh, OK. Ah ben, OK, là, ça marche. D'abord, je suis un prof d'anglais, donc pas de surprise, j'ai accroché un peu sur la langue, sur la métaphore que vous avez utilisée. Je trouve ça intéressant que vous avez trouvé des impôts, parce que ça, c'est quelque chose que, oui, tout le monde devait payer, mais qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à contourner, de quelque façon, de l'autre. Et oui, on voit ça aussi avec des comptes, des gaz d'effet de serre. Je pensais comment d'abord embarquer les gens à vouloir payer ça. Avec les impôts, on essaie en les rappeler des avantages, les retombées de ce qu'on paye. Pour ce projet-là, il paraît que l'incentive, c'est de rester compétitif, rester certifié parmi les autres. Mais est-ce qu'il y a aussi des autres incentives qui sont actifs dedans? Intéressant comme question, en effet, quand on compare les impôts avec les inventaires de gaz à effet de serre. Les impôts, effectivement, sont obligatoires, en fait. On n'a pas le choix de les faire. Après ça, on peut les tweaker un peu, faire du greenwashing des impôts. Mais en effet, au niveau des inventaires de gaz à effet de serre, certaines entreprises sont obligées de le faire, surtout dans les très grandes entreprises au Québec. Puis vous avez entendu peut-être parler de la taxe carbone au Canada. Nous, on n'est pas dedans parce qu'on est avec la Californie. Mais bon, c'est ça, ça s'applique déjà ici d'une certaine manière.
Après, il y a toutes les petites et moyennes entreprises qui, elles, ne sont pas nécessairement contraintes de faire des inventaires de gaz à effet de serre. Mais il y a plusieurs motivations, comme celle d'un client qui veut un client qui veut que ses fournisseurs aussi prennent action. Il peut y avoir des motivations au niveau aussi des conseils d'administration. Ça, c'est des choses qui sont quand même fréquentes. Dès que c'est une filiale avec plusieurs petites entreprises, avec compagnie mère, ben elle peut exiger aux plus petites de faire des efforts. Il va y avoir aussi des objectifs marketing des entreprises, de vouloir se distinguer. Tous ces objets. Le marketing versus les autres que j'ai énumérés, les autres sont pas mal extrinsèques. Le marketing, c'est plus intrinsèque, dans le sens qu'il faut vraiment que l'entreprise soit très motivée pour le faire. Alors que l'idée de la motivation extrinsèque, eux, ils n'ont comme pas trop le choix de le faire parce qu'ils ont une pression externe. Mais bon, il n'y a rien de gouvernement, donc c'est pas tout le monde qui est obligé de faire un inventaire, malheureusement. L'idée derrière tout ce projet, c'est justement de rendre ça plus accessible aux petites et moyennes entreprises. Puis, à date, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une question en arrière, je crois. Ah. Oui. Ah oui, bien sûr. La compensation, c'est dans les premières diapositives que je vous ai montrées. L'idée derrière, c'est d'abord mesurer ces émissions, les réduire le plus possible, puis celles qu'on n'est pas capable d'éviter, on tente de se déculpabiliser en achetant des crédits carbone, en achetant... il y a deux types de produits dans ce qu'on appelle les crédits carbone. Il y a ceux qui c'est des réductions ailleurs, puis on dit « Ah, je te paye pour dire que c'est moi qui ai réduit », ou bien il y a tout ce qui est... la capture et séquestration du carbone, on pourrait peut-être penser aux forêts, mais encore là, c'est assez limitant. Vous avez compris qu'au niveau, j'ai parlé de carbone neutralité parce que ça parle à tout le monde, mais mon avis personnel autour de ça, c'est que c'est très difficile de rendre ça exact. Il y a beaucoup d'entourloupes en arrière de ces projets. Il y a encore eu des cas au niveau des vendeurs de crédits carbone que finalement, c'était pas vrai. Puis bon, donc c'est assez ardu. Mais bon, mon idée d'abord, c'est mesurons-nous, puis après ça, on va pouvoir réfléchir à comment on peut réduire. Donc, si on commence déjà ça, c'est bon, tant qu'à moi. Merci. Merci. On va maintenant passer à la dernière présentation de la soirée. La dernière, mais non la moindre. J'inviterai maintenant Sophie Boutin à venir présenter un sujet qui diffère un peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ce soir, étant donné qu'on va parler des microbes en environnement. Donc, j'inviterai maintenant Sophie, étudiante à la maîtrise en biologie, à venir présenter son projet. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée. Et merci d'être resté jusqu'à la dernière présentation. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, ça serait quoi votre réaction si je vous disais que les microbes sont présents partout dans l'environnement? Il y en a qui sont contents, il y en a à qui ça fait un peu peur. Il y a certaines personnes qui sont comme, ben là, Sophie, peux-tu commencer par m'expliquer c'est quoi un microbe? Puis, ben c'est ça, il y a ceux et celles qui sont comme « Oh mon Dieu, les microbes sont présents partout, on va tous mourir ». Pour ces personnes-là, désolé, je m'excuse, je vais reformuler. Donc, les microbes sont présents partout dans l'environnement et c'est généralement une bonne chose. Phew! Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi, mais je peux déjà vous donner un petit indice. C'est que les microbes sont responsables de la santé des êtres vivants, comme nous, les humains, mais aussi de celle des plantes. Donc, tout d'abord, c'est quoi un microbe? Eh bien, un microbe, c'est un petit être vivant qui est tellement petit que c'est impossible de l'observer à l'œil nu. Ça comprend, entre autres, les bactéries, certaines sortes de champignons, les virus, et j'en passe. Comme je vous l'ai mentionné, les microbes sont présents partout. On en retrouve sur notre peau, dans notre bouche, dans notre intestin, mais aussi sur les racines et les feuilles des plantes. Pour ma part, mon projet de recherche, donc mon projet de maîtrise,
porte sur les microbes qui vivent sur les feuilles des arbres, plus précisément sur les feuilles des pommiers. Donc, j'ai peut-être un petit parti pris pour les plantes, mais les prochains exemples vont porter sur les microbes qui vivent sur les feuilles des plantes. Donc là, j'en ai entendu certains dire bouh, les microbes, c'est pas bon. OK, bon, je l'accorde à certaines personnes, les microbes, c'est parfois une mauvaise chose. En effet, ils sont responsables de nombreuses maladies chez les plantes. À main levée, il y en a-tu qui sont comme moi puis qui aiment ça jardiner? Ah, quand même plus que je pensais. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce genre de symptômes-là, des taches blanches sur vos pauvres petits plants de tomates. Eh bien, c'est une maladie qui s'appelle le mildiou et c'est causé par un microbe. Un autre exemple de maladie qui est causée par les microbes, c'est le feu bactérien chez les pommiers. C'est un petit peu moins connu, mais ça a vraiment une grande importance partout à travers le monde. C'est causé en fait par une bactérie qui s'appelle Erwinia. Et ce qu'elle va faire, cette bactérie-là, c'est qu'elle va venir causer la mort des tissus végétaux et diminuer le rendement des pommiers. Donc, au final, ça fait qu'on a moins de pommes. Les deux exemples de maladies que je viens de vous présenter, c'est causé par des microbes qu'on appelle pathogènes. Ce que je veux dire par là, c'est des microbes qui ont le potentiel de causer une maladie. Mais, comme je vous l'ai dit, les microbes, ça peut aussi être une bonne chose. Donc, il existe aussi des microbes qui sont bénéfiques. Et par bénéfique, j'entends qui ont le potentiel de causer des effets positifs, par exemple sur la santé des plantes. Et tous ces microbes-là, pathogènes et bénéfiques, donc méchants ou gentils, vivent tous ensemble en ce qu'on appelle une communauté de microbes. Donc, comme je l'ai dit, les microbes, ça peut être une bonne chose parce que ça peut protéger les plantes contre certaines maladies. Si on prend par exemple une feuille qui n'a aucun microbe à sa surface, et si par concours de circonstances, il y a un microbe pathogène qui entre en contact avec cette feuille-là. Donc, ça peut être à cause de la pluie, du vent, parce qu'un insecte s'est déposé sur la feuille. Eh bien, étant donné qu'il n'y a aucun microbe qui sont déjà présents, ça va être facile pour le microbe pathogène, donc le méchant microbe, de venir infecter la plante et de causer une maladie. Au contraire, s'il y avait déjà une communauté de microbes qui était présente, eh bien, ça va être plus difficile pour le microbe pathogène de causer la maladie. Quand on étudie les communautés de microbes, on appelle ça l'effet de priorité. Donc, c'est le principe de premier arrivé, premier servi. C'est un peu comme quand vous êtes arrivé au box ce soir, les premières personnes qui sont arrivées, bien, toutes les places étaient libres. Donc, c'était facile pour vous de choisir une bonne place pour vous asseoir et pour écouter les présentations. Au contraire, les personnes qui sont arrivées un peu plus en retard, on va dire, eh bien, les places étaient déjà presque toutes occupées, donc c'était plus difficile de trouver une place pour s'asseoir. Donc, c'est un peu le même principe pour les microbes. Si l'espace est déjà occupé par d'autres microbes, c'est plus difficile de trouver une place pour s'installer. On se rappelle, un des exemples de maladies que je vous ai présenté, c'était le feu bactérien chez les pommiers. Eh bien, en verger, on peut utiliser le principe de l'effet de priorité, donc le principe de premier arrivé, premier servi, pour combattre la maladie du feu bactérien. Comment on fait ça? Eh bien, on peut appliquer un microbe. Son nom est un petit peu compliqué, mais ça ressemble à Oreo, donc illustré ici par des biscuits Oreo. Comment ça fonctionne? Ce qui est important à savoir, c'est qu'Oreo, il est très compétitif pour l'espace. Donc, quand on va venir l'appliquer sur les feuilles des pommiers, il va venir occuper toutes les places disponibles pour empêcher que la méchante bactérie Erwinia vienne s'installer. Ça, c'est comme si vous étiez arrivé assez tôt ce soir pour réserver des places à côté de vous pour tous vos amis, pour empêcher que, par exemple, votre Rex s'assoie à côté de vous. Donc, en gros, pour résumer, les microbes peuvent faire compétition pour l'espace. La compétition chez les microbes, ça peut aussi se faire au niveau des nutriments. Ça, c'est comme quand vous étiez jeune puis vous chicaniez pour le dernier morceau de gâteau avec vos frères et sœurs. Bien, les microbes, ils peuvent faire la même chose, mais eux, ils chicanent pour du carbone. C'est un peu moins intéressant pour nous, mais pour les microbes, c'est une source de nutriments puis d'énergie qui leur est essentielle.
Ce principe-là, ça a été démontré dans une étude dans laquelle on a appliqué un microbe bénéfique, donc un microbe qui est positif. On l'a appliqué sur des feuilles et ensuite, on a tenté d'infecter la feuille avec un microbe pathogène. Donc, lorsqu'on avait fait un traitement avec le microbe qui s'appelle Sphingo, la petite plante arabette restait en parfaite santé. Au contraire, lorsqu'il n'y avait pas de traitement qui avait été appliqué, l'arabette devenait très malade. Et l'hypothèse, dans le fond, de cette étude-là, donc leur conclusion potentielle, c'était que la gentille bactérie Sphingo venait voler toutes les parts de carbone et donc empêchait la bactérie pathogène de se nourrir et donc de pouvoir causer la maladie. Pour résumer, je viens de vous montrer 2 façons dont les microbes peuvent aider à protéger les plantes contre des maladies. Premièrement, il y avait l'effet de priorité, donc premier arrivé, premier servi. Plus l'espace est déjà occupé, plus c'est difficile de s'installer. Deuxièmement, il y a la compétition pour les nutriments. Donc, c'est le principe selon lequel des bactéries bénéfiques vont venir consommer tous les nutriments pour empêcher que les bactéries pathogènes puissent s'installer. Je vous ramène à mon exemple de produit à base de Oreo qui est appliqué dans les vergers pour combattre le feu bactérien. Ce genre de produit-là, on appelle ça un agent de biocontrôle. Ce qui est vraiment merveilleux avec les agents de biocontrôle, c'est que ça permet de réduire l'utilisation de produits chimiques en agriculture. Parce que malheureusement, on le sait bien, les produits chimiques comme les pesticides, les antibiotiques, ça a des effets néfastes autant pour l'environnement que pour nous, pour notre santé. Donc, dans les prochaines années, dans un futur à court terme, je l'espère, notre but, ça serait de développer des nouvelles méthodes de biocontrôle comme celle-ci, et pas seulement pour les pommiers, mais pour toutes les cultures qui ont une grande importance en agriculture. Et c'est là que mon projet de recherche devient important. Donc, je vous l'ai mentionné, moi, j'étudie les microbes qui vivent sur les feuilles des pommiers. Donc, premièrement, je cherche à savoir quels microbes sont présents. Pourquoi? Bien, parce qu'essayer de développer une nouvelle méthode de biocontrôle sans savoir quels microbes qui sont présents, c'est un peu comme essayer de suivre une recette sans connaître les ingrédients qu'on possède, c'est quasi impossible. Donc, moi, en quelque sorte, j'essaie de découvrir c'est quoi les ingrédients, donc c'est quoi les microbes qui sont présents sur les feuilles. En second lieu, j'essaye aussi de déterminer comment les communautés de microbes varient selon différents facteurs. Par exemple, je m'intéresse à l'effet des pratiques agricoles. Donc, est-ce que les communautés sont différentes si on se trouve dans un verger biologique versus si on est dans un verger conventionnel? Et finalement, je cherche à savoir comment les communautés varient dans le temps, donc à travers de l'été. Est-ce qu'elles sont différentes au printemps, à l'été versus à l'automne? Est-ce qu'elles sont différentes entre les différents vergers? Donc, si je vais dans un verger, je vais l'appeler mon verger A, est-ce que je vais retrouver les mêmes microbes que dans mon verger B? Et finalement, je m'intéresse aussi à savoir comment est-ce que les microbes varient selon les différentes variétés de pommes. Donc, les variétés de pommiers, si j'ai un arbre de Cortland, est-ce que ça va être les mêmes microbes que si je suis sur une polaride, par exemple? Donc, c'est ça les grandes lignes directrices de mon projet. Et tout ça pour, à long terme, je l'espère, contribuer au développement de nouvelles méthodes de biocontrôle. Donc, malheureusement, c'est pas ce soir qu'on va changer le monde, mais je l'espère que ça va venir dans un futur rapproché. Mais pour ce soir, ce qui est important de se rappeler, c'est que les microbes sont présents partout dans l'environnement et que c'est généralement une bonne chose. Merci. Merci, Sophie. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, vas-y. Recherches qui font l'impact d'ajouter une quantité massive
Donc, ce qu'on me demande ici, c'est, mais quand on applique des microbes dans l'environnement, comme l'exemple d'agents de biocontrôle, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour savoir est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs? Bien, oui, il y a des recherches qui sont faites, puis dans le fond, c'est un peu ça qui limite aussi l'utilisation de nouveaux agents de biocontrôle, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations pour permettre, en fait, d'homologuer des nouveaux produits pour qu'on puisse les appliquer dans l'environnement. Donc, on me demande, est-ce qu'il y a des bonnes bactéries aussi qui sont en lien avec l'être humain? Bien sûr, on entend souvent parler du terme le microbiote intestinal. Donc, les bactéries, les champignons, peu importe, tous les microbes qu'on retrouve dans notre intestin. Et c'est, par exemple, on sait qu'il y a des microbes qui sont bénéfiques, qui permettent, par exemple, de diminuer les risques de développer des maladies comme l'asthme, par exemple. OK, donc on parlait plus des microbes qui sont, par exemple, dans l'environnement, par exemple, sur une pomme que nous, on pourrait ingérer. Je vais vous avouer que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je pense pas qu'il faut avoir peur de manger une pomme. On peut bien la laver pour ne pas manger des pesticides. C'est plus de ça que je m'inquiéterais que des microbes. Donc, est-ce que l'utilisation d'agents de biocontrôle, c'est quelque chose qui serait viable à long terme pour des producteurs agricoles? Et facile? Ben, c'est sûr que la transition, par exemple, la transition vers des pratiques biologiques, c'est quelque chose qui est quand même... Ça demande beaucoup d'efforts, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais comme je le disais, il y a quand même beaucoup de recherches qui restent à faire dans ce domaine-là. Oui, je me demandais, donc les microbes qui prennent la place de d'autres microbes peuvent être bons pour empêcher des maladies sur des plantes. Je me demandais si c'était aussi possible d'essayer de remplacer des insecticides avec ça. Est-ce que tu connais des cas de microbes positifs qui seraient comme repoussants pour des sortes d'insectes qui sont néfastes pour les plantes? Oui, il y en a un qui me vient en tête, ça s'appelle du BT. C'est le nom pour une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis, en tout cas BT. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une bactérie qu'on peut appliquer dans l'environnement. Je sais que c'est par exemple utilisé dans les vergers. Puis ce que ça vient faire, c'est que ça vient interférer comme avec la digestion de certains insectes. Puis ça agit comme agent de biocontrôle contre les insectes. Ah, merci. Merci, Sophie. C'était donc tout pour cette soirée Bistrobrain sur l'environnement. Restez avec moi, j'ai encore une couple de choses à dire, par exemple. Tout d'abord, merci à vous, cher public, d'être présents ce soir. On était presque 90, on peut s'applaudir. J'aimerais encore une fois remercier nos 4 présentateurs et présentatrices de la soirée, donc Charles Potier-Levasseur, Alice Bouchard, Pierre-Émile Leblanc-Comtois et Sophie Boutin. On peut les applaudir encore une fois. Bravo! J'aimerais ensuite remercier les bénévoles Bistrobrain qui sont là ce soir. Donc, on a Anna-Ève et Laurie à l'accueil, Loïc à la captation vidéo.
Et Alexis qui est présent comme toujours. Donc, merci à vous d'être là. Merci, Alexis. J'aimerais aussi remercier le BOC qui nous accueille, comme à chaque fois, pour nos événements. Donc, on a Andy, Laurence et Elliot au service, David en cuisine et Charlie à la technique. Merci à vous. J'aimerais remercier encore une fois nos commanditaires pour la soirée, sans qui on ne pourrait pas faire d'événement. Donc, le REMDUS, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, les fonds de recherche du Québec, la FERS, le SAREUS, la GEG, les conseillères municipales Catherine Boileau du district de Brompton, Laure Letarte-Lavoie du district d'Hôtel-Dieu, Geneviève Laroche du district d'Ascot et Joanie Belrose du district des 4 saisons, ainsi que le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Merci à vous. Je remercie encore une fois chaleureusement notre collaborateur pour la soirée, le CUF, donc le Centre universitaire de recherche en environnement, en formation en environnement et en développement durable. Merci à vous d'avoir participé avec nous ce soir. Donc, il va maintenant y avoir un quiz, donc un code QR qui va s'afficher à l'écran derrière moi. Donc, juste à scanner le code QR, répondre aux questions, puis on revient dans une dizaine de minutes avec l'annonce des gagnants. Merci.